Bonjour à tous. On va pouvoir, commencer le temps que les personnes, continuent de se connecter. Bienvenue dans ce sixième webinaire Impact Recherche. Hem, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le docteur Arnaud Foucrier et le docteur Emmanuel Guérin. Le webinaire commencera, par la présentation du docteur Arnaud Foucrier, du service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Beaujon, qui nous présentera les résultats de l'étude e-diapason. Et on suivra ensuite avec la présentation du docteur Emmanuel Guérin du service de réanimation médicale de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui nous présentera les résultats de l'étude FX Covid. Je vous le rappelle, les règles sont toujours les mêmes depuis le début des webinaires Impact Recherche. Vous avez la possibilité de poster des questions via le module de questions-réponses sur Teams directement. Elles seront sélectionnées et à la fin de chaque présentation, un petit temps sera dédié à la réponse aux questions. Je vous laisse la main, docteur. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour cette invitation qui me donne l'occasion de parler de l'étude e-diapason. En fait, ce sont deux études qui ont été publiées à la suite de l'essai e-diapason, l'une en 2022 et puis l'une en 2023. Et donc, il paraissait cohérent de présenter le résultat de ces deux études qui sont finalement assez complémentaires et qui s'intéressent aux modalités de traitement des PAVM à Pseudomonas aeruginosa, PAVM, donc pneumonie associée à la ventilation mécanique, une pathologie que l'on retrouve fréquemment, trop fréquemment, dans les services de réanimation. On va y revenir. Les pneumonies associées à la ventilation mécanique, ce sont de grandes généralités. Ce sont des infections qui sont fréquentes, donc qui sont acquises en réanimation, qui sont liées, associées aux soins chez des patients qui sont donc intubés et ventilés et qui sont à l'origine d'une lourde morbimortalité. Morbidité puisque ce sont des pathologies qui vont allonger les durées de ventilation artificielle, allonger les durées de séjour, à la fois en réanimation mais aussi à l'hôpital. Et puis probablement que, eh bien, il y a une augmentation de la mortalité des patients qui ont une pneumonie associée à la ventilation mécanique ou plusieurs épisodes de pneumonie associés à la ventilation mécanique, bien que l'association entre PAVM et mortalité n'est pas encore clairement démontrée. Et puis bien évidemment, comme toute infection, eh bien, c'est à l'origine d'une consommation d'antibiotiques et donc d'une surconsommation, puisque lorsque un patient contracte un premier épisode de PAVM, eh bien, il est à risque d'en développer un second, et qui dit infection dit antibiotique. Et je vous ai mis là une représentation de la consommation des antibiotiques à l'hôpital d'une façon très générale. Ce sont des données issues du REPIAS, l'organisme qui surveille les infections associées aux soins en France. Et c'est bien dans les unités de réanimation que la consommation journalière d'antibiotiques est la plus importante, suivie d'autres services hospitaliers. On comprend les maladies infectieuses, les services d'hématologie avec des patients qui sont très à risque d'infection, et puis au bout, les services qui sont probablement moins impactés par les infections, les services de psychiatrie, les services de longue durée. Donc, en réanimation, on consomme bien souvent des antibiotiques pour les patients, souvent à juste titre, mais on peut se poser la question de la rationalisation de l'administration de ces antibiotiques, tant en indication, mais aussi en durée de traitement, et puis en nature de l'antibiothérapie. Et la PAVM nous donne l'occasion, nous, donc, réanimateurs, eh bien, de travailler sur ce sujet pour optimiser eh bien, les modalités de traitement antibiotiques dans cette pathologie. Alors, des grandes questions que beaucoup de médecins réanimateurs se posent depuis de nombreuses années. Combien de temps faut-il traiter les PAVM? Comment les traiter? Par quel type d'antibiotiques? Est-ce qu'il faut donner une antibiothérapie simple ou une double antibiothérapie, voire une triple? On va y revenir. Et puis, est-ce que eh bien, le traitement est standardisable en fonction des différentes bactéries qui sont en cause dans les PAVM, puisque les PAVM peuvent être dus à de multiples bactéries différentes, même si on a des données toujours issues des observatoires de surveillance d'infections associés aux soins. On a des données qui nous disent un petit peu par ordre de probabilité quelles sont les bactéries les plus fréquemment impliquées dans ce processus pathologique. Et donc, les données du réseau français nous montrent que globalement, la situation est relativement stable depuis de nombreuses années. Ce sont les entérobactéries qui sont le plus fréquemment associées
au PAVM, et puis un germe qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa, donc qui fait partie des bactéries dites bacilles à gram négatif non fermentants, hein, qui existent dans l'environnement. Il y en a beaucoup dans l'environnement. Il y en a beaucoup dans les hôpitaux aussi, dans les circuits d'eau, notamment à l'hôpital. Et donc, c'est une bactérie qui nous préoccupe parce que elle a tendance à infecter les patients les plus fragiles, et notamment les patients de réanimation, et notamment les poumons des patients de réanimation. Et puis, en troisième position viennent les staphylocoques dorés. Alors, après ce point de généralité, quand on va un peu dans le vif du sujet, et qui a permis de justifier finalement l'étude Idiapason et donc son design, on s'est basé sur des données de la littérature qui commencent à dater, mais qui sont toujours très utiles de regarder et auxquelles il faut toujours se référer pour bien comprendre vers quel type d'hypothèse on va lorsqu'on construit un essai sur les pneumonies associées à la ventilation mécanique. Et l'étude Princeps sur la durée de traitement des PAVM avait été publiée il y a plus de 20 ans par l'équipe de Jean Chastre à la Pitié-Salpêtrière, une étude multicentrique française, et qui avait testé l'hypothèse selon laquelle, eh bien, traiter des patients 8 jours n'était probablement pas inférieur à une durée de 15 jours. Et cette première observation avait permis donc de généraliser finalement une attitude thérapeutique avec une durée de traitement de l'ordre de 8 jours, donc une cure plutôt courte d'antibiotiques pour les épisodes de PAVM, plutôt que de favoriser, eh bien, des cures longues d'antibiotiques de l'ordre de 15 jours. Alors, c'était un pas en avant sur la consommation d'antibiotiques. On voit que les patients avaient le même devenir, notamment en termes de probabilité de survie, lorsque celle-ci était mesurée à 60 jours après le premier épisode de pneumonie. Et donc, c'est ce qui a été généralisé dans les pratiques en réanimation. Néanmoins, des analyses supplémentaires ont permis quand même de montrer que cette réduction de durée d'antibiotiques était associé peut-être à un surrisque de développer ce qu'on appelle des récurrences, donc la survenue de nouveaux épisodes de pneumonie, et notamment lorsque le premier épisode était lié à l'existence d'un bacille à gram négatif non fermentant, dont font partie des espèces de Pseudomonas aeruginosa. Ces données avaient été d'ailleurs retrouvées lors de méta-analyses ultérieures qui montraient que finalement, que l'on traite les patients pendant 8 ou 15 jours, il n'y avait pas d'effet sur la mortalité lorsqu'elle a été mesurée dans cette méta-analyse qui date de 2015 à J28, mais qu'il y avait notamment un risque accru de récurrence en 4 premiers épisodes lorsque celui-ci était documenté à BGN à grammes donc non fermentant. Alors après, les recommandations américaines, européennes et françaises ont été éditées dans les années 2016-2017, et avec un consensus assez clair pour dire qu'il ne fallait pas traiter plus de 8 jours dans l'immense majorité des cas, mais avec quand même une alerte, un point de vigilance sur les pneumonies euh, à bacille à gram non fermentant, et dont fait partie Pseudomonas aeruginosa. Donc l'étude diapason est née de ce rationnel et de cette lecture des données qui étaient disponibles alors. C'est une étude qui avait comme question principale de tester la non-infériorité d'un traitement de 8 jours contre 8 jours, contre 15 jours, pardon, dans le traitement des PAVM documentés à Pseudomonas aeruginosa, avec donc une étude qui a été promue par la PHP et donc financée par le PHRC l'année 2014, et donc une étude qui s'est déroulée entre juin 2016 et mai 2018, et qui a fait donc l'objet d'une publication dans le journal Intensive Care Medicine en 2022. Donc une étude randomisée contrôlée comparant 8 jours contre 15 jours pour l'antibiothérapie des PAVM à Pseudomonas aeruginosa, pour lequel la question n'était peut-être pas complètement résolue au moment où l'essai a été conçu, avec des critères d'inclusion larges, donc une patient adulte hospitalisée en réanimation et avec un diagnostic de PAVM documenté à Pseudomonas aeruginosa, des critères diagnostiques qui sont assez clairement définis dans les recommandations, qui associent des critères à la fois cliniques, radiologiques et bactériologiques, mais sur lesquels je ne vais pas revenir, qui sont des critères communément admis. Et puis des critères de non-inclusion dont on pourra éventuellement rediscuter. Les patients immunodéprimés n'étaient pas inclus dans cette étude parce que la population des patients immunodéprimés fait partie d'une population chez laquelle, eh bien, on ne veut pas se tromper et on ne veut pas faire prendre de risques indus. Et donc là, dans cette étude, il n'était pas certain que les patients immunodéprimés
puissent bénéficier de cette intervention thérapeutique. Et l'autre critère, l'autre critère de non-inclusion était une antibiothérapie active contre Pseudomonas aeruginosa au moment de l'inclusion. Évidemment, pour analyser les durées de traitement, ça aurait été compliqué. Et puis la colonisation chronique de Pseudomonas aeruginosa, ce qui peut arriver notamment en cas de pathologie respiratoire chronique chez un certain nombre de patients. Le critère de jugement principal était un critère composite associant la mortalité évaluée à 90 jours et la récidive d'une pneumonie associée à la ventilation mécanique est documentée à Pseudomonas aeruginosa, donc une récurrence de PAVM à Pseudomonas aeruginosa. Donc un critère composite, c'est mortalité ou récidive. Critères de jugement secondaire, la durée de séjour en réanimation, durée de ventilation mécanique, l'exposition aux antibiotiques, le nombre d'infections respiratoires et leurs caractéristiques, et puis l'acquisition de bactéries multirésistantes, puisque eh bien, toute antibiothérapie a un rôle sur l'écologie des patients qui sont traités, un risque de sélection de bactéries résistantes, notamment dans le tube digestif, et donc un risque non nul d'acquisition de bactéries multirésistantes au cours de l'hospitalisation. Et donc, une des hypothèses était que si on pouvait réduire la durée de traitement, eh bien, on pouvait peut-être réduire le risque d'acquisition de bactéries multirésistantes. Alors voici le diagramme de flux. L'étude Diapason avait été conçue pour inclure 600 patients, donc 300 patients dans chaque groupe, pour répondre à la question avec une hypothèse et donc un calcul de nombre de sujets nécessaires qui était celui-là. Finalement, le rythme des inclusions a été lent, plus lent que ce qui avait été espéré, et au final, au bout de 2 ans, ce sont 176 patients qui ont été finalement donc inclus et analysés en intention de traiter. Et donc 190 patients qui avaient été randomisés, mais quelques-uns d'entre eux avaient été exclus. Sur ces 176 patients, donc, a été faite l'analyse sur les critères de jugement principaux et secondaires. Alors, les caractéristiques démographiques et les catégories d'admission des patients dans le groupe 8 jours et 15 jours, elles sont illustrées ici. Donc, des patients qui correspondent au profil de patients habituellement hospitalisés en réanimation. C'est une étude qui, donc, comme je l'ai dit, a fait participer une vingtaine, trentaine de centres de réanimation. Donc, il y avait un échantillonnage qui était assez complet des patients qu'on peut rencontrer en réanimation, des patients âgés de l'ordre de 60 ans, plutôt des hommes, et c'est souvent le cas en réanimation, avec des profils d'admission qui étaient variés, chirurgie urgente, médicale et programmée, puis un score de gravité à l'admission, des scores de gravité, en tout cas des profils de gravité à l'admission qui étaient assez significatifs. Alors, le critère de jugement principal, en tout cas le résultat du critère de jugement principal pour l'étude idiapazon est montré ici. Donc, c'est une courbe de survie. En ordonnée, on a donc finalement la probabilité qu'un des deux critères qui composent le critère de jugement principal ne soit pas là. Donc en fait, il faut le dire de façon un petit peu inverse. C'est comme si tout en haut, eh bien, il y a 100% de survie ou de récurrence, et puis tout en bas, il y a 0% de survie ou de récurrence. Et puis en ordonnée, c'est le temps qui passe. Donc, et la mesure du critère de jugement se fait à 3 mois. Et donc, ce qui était observé dans cette étude, c'est que eh bien, la survenue du critère de jugement principal était observée dans 25,5% des cas dans le groupe 15 jours et dans 35,2% des cas dans le groupe 8 jours, ce qui est matérialisé par les courbes que vous voyez dans le dessin. Alors, malgré cette différence qu'on a l'air de constater sur les chiffres, finalement, eh bien, sur le plan statistique, et après une analyse statistique assez poussée, on ne pouvait pas conclure à la non-infériorité eh bien, d'une stratégie d'un traitement d'une durée de 8 jours comparativement à une stratégie de durée de traitement de 15 jours, et notamment parce que eh bien, le nombre de sujets qui avaient été inclus dans cette étude est insuffisant par rapport au nombre de sujets qui avaient été prévus, d'une part, et d'autre part, l'analyse précise des intervalles de confiance qui entourent donc cette différence observée eh bien, ne permettent pas de conclure à une non-infériorité.
Alors, une des raisons pour laquelle la non-infériorité ne semble pas être atteinte, en tout cas, on ne peut pas conclure sur une non-infériorité, c'est que lorsque l'on découpe le critère de jugement principal et que l'on regarde eh bien, le risque de survenue de récurrence, donc je rappelle, les récurrences, c'est une nouvelle pneumonie documentée à Pseudomonas aeruginosa, eh bien, le risque de récurrence semblait donc significativement plus élevé, là aussi après une analyse statistique assez poussée, dans le groupe traité de façon raccourcie, donc dans le groupe 8 jours contre le groupe 15 jours, eh bien, le risque de récurrence était plus élevé. Et comme les récurrences faisaient partie du critère de jugement principal, c'est une des raisons, et on pourrait y revenir, qui peut expliquer que la non-infériorité globale n'ait pu être atteinte. Pour les critères de jugement secondaire, pas de différence significative observée sur la durée de séjour en réanimation, la durée de ventilation mécanique, l'exposition aux antibiotiques, le nombre d'infections extra-respiratoires et l'acquisition de bactéries multirésistantes. Alors, Idiapason s'est intéressé à la durée de traitement des PAVM à Pseudomonas aeruginosa. Une étude ancillaire faite à partir de la cohorte Idiapason a été publiée l'année d'après, donc l'année dernière, en 2023. Et cette fois-ci, elle s'est intéressée non pas à la durée de traitement, mais à l'impact de la nature de l'antibiothérapie. Quand on entend nature, on parle de monothérapie ou association d'antibiotiques, puisque dans un certain nombre de cas, les associations d'antibiotiques peuvent être indiquées sur des infections sévères et notamment sur quelques cas de PAVM documentés à Pseudomonas aeruginosa. Et donc la question était de savoir s'il y avait un véritable impact de cette nature de l'antibiothérapie sur les PAVM documentés à Pseudomonas aeruginosa. On est parti de la cohorte donc idiapason, 186 patients, chez laquelle ont été exclus les patients qui n'avaient pas reçu d'antibiothérapie probabiliste adaptée. Donc, on pourra revenir sur ces notions. Et donc, on est parti sur une population de 169 patients qui avaient tous eu une antibiothérapie d'emblée adaptée sur la bactérie que l'on visait, en tout cas le phénotype de Pseudomonas aeruginosa. Alors, on ne parle pas du temps, de l'exposition d'antibiotiques, on parle vraiment de la nature de l'antibiothérapie. Quelle était la nature de l'antibiothérapie définitive qui a été administrée à ces patients? Bien, sur les 169 patients, 94 patients ont bénéficié d'une monothérapie définitive et 75 d'une combinaison d'antibiotiques. Cette combinaison associait le plus souvent une bêta-lactamine et un aminoside. Et puis ensuite venaient les associations qui sont fréquemment retrouvées donc, pour traiter ce type d'infection, bêta-lactamine et fluoroquinolone et aminoside, et puis bêta-lactamine et cotrimoxazole. Et puis dans quand même près de 9% des cas, il y avait plus de 2 antibiotiques qui étaient administrés pour traiter les épisodes de PAVM. Durée d'antibiotiques, excusez-moi pour les polices, il y a eu un problème d'affichage. Alors, l'exposition aux antibiotiques n'était pas tout à fait les mêmes, donc dans le groupe monothérapie et dans le groupe antibiothérapie combinée. Dans le groupe antibiothérapie combinée, on voit que la durée de l'antibiothérapie était plus longue, de 23 jours contre 19 jours dans la monothérapie, et les durées d'antibiothérapie efficaces, elles aussi, étaient prolongées. Alors, le critère de jugement principal de l'étude idiapason, c'était l'analyse de la mortalité à 3 mois. Et donc, un peu sur le même modèle, en tout cas de représentation que pour idiapason, on voit donc là un graphique qui montre la probabilité de survie en réanimation au cours du temps. Et donc, en ligne pleine, c'est la monothérapie, et en ligne pointillée, c'est la combinaison d'antibiotiques. Et les courbes, même si visuellement, on a l'impression qu'elles se séparent, et bien sur le plan statistique, il n'y avait pas de différence qui était retrouvée sur ce critère de jugement mesuré à J90. Sur les critères de jugement secondaire qui concernaient la mortalité en réanimation, les récurrences de PAVM, les durées de ventilation mécanique, la durée de séjour en réanimation, le nombre d'infections extrapulmonaires et ainsi que les acquisitions de bactéries multirésistantes, il n'y avait pas de différence significative en dehors de la durée de ventilation mécanique
qui était plus longue, en tout cas, dans le groupe d'association que dans le groupe monothérapie. C'est ce qui a été observé. Ces résultats étaient obtenus après ajustement sur le bras de randomisation et le score SOFA, le bras de randomisation de l'étude du diapason et le score SOFA, donc finalement une forme de caractérisation de la gravité à l'admission et à l'inclusion des patients surtout, et après aussi usage de score de proportion, puisque cette étude ancillaire n'est pas une étude randomisée, hein, c'est une étude qui reprend des données d'une cohorte, elle-même randomisée, et le score de proportion permet bien, d'essayer de rendre finalement les deux groupes comme s'ils avaient été appareillés, non pas randomisés, mais appareillés. C'est une stratégie donc statistique supplémentaire pour essayer d'affiner le résultat, et le résultat était le même sur, donc, sur ces critères de jugement. Alors, si on reprend les résultats de ces deux études, idiapason et ancillaire, et puis qu'on essaye de voir quelles sont les forces et peut-être les points à discuter pour chacune de ces études. Idiapason, c'est une étude qui s'est intéressée à une population dite pure, donc des patients qui étaient inclus avec un épisode documenté à Pseudomonas aeruginosa. Et il y a relativement peu de cohortes disponibles dans la littérature qui s'intéressent à ce type de population aussi pure, entre guillemets, sur le critère d'inclusion. Les résultats qui ont été trouvés semblent être, être en concordance avec les données disponibles, c'est-à-dire qu'on retrouve probablement un surrisque d'infection, de récurrence chez les patients qui étaient traités avec une durée plus courte. Bien que, encore une fois, les effectifs qui ont été analysés ne permettent pas non plus de conclure complètement, puisqu'il y a un manque de puissance évident, puisqu'on n'a pas réussi à atteindre l'objectif des inclusions. On a exclu des patients spécifiques, les patients immunodéprimés, qui sont peut-être des patients avec une population, enfin avec des critères particuliers qui constituent une population d'intérêt qu'il faudrait peut-être inclure dans ce type d'essai, en tout cas sur lesquels on pourrait faire des analyses supplémentaires. Et puis, idiapason, c'est un essai ouvert, ce n'est pas un essai randomisé en double aveugle, c'est-à-dire que dans le groupe 15 jours, il n'y avait pas de placebo pour faire comme si les patients étaient traités exactement de la même manière dans les deux groupes. En tout cas, ce n'était pas en double aveugle, et donc c'est un petit biais méthodologique, en tout cas c'est une faiblesse méthodologique de l'étude. Sur l'étude ancillaire, là aussi, on est en concordance avec certaines données de la littérature qui sont disponibles sur le sujet, c'est-à-dire que la bithérapie ne semble pas être forcément bénéfique en termes de mortalité par rapport à la monothérapie. Alors la monothérapie peut avoir peut-être des risques, mais qui ne sont pas, qui ne vont pas être associés à la mortalité. Ce qui semble être plus prouvé dans la littérature, c'est le risque d'antibiothérapie inadapté, mais pas forcément le caractère mono ou associant des antibiotiques donnés. Par contre, les faiblesses, ce qu'on peut souligner, c'est que c'est une étude donc ancillaire. La méthodologie ne permet pas de répondre strictement à la question. Il n'y a pas eu d'essai randomisé sur le sujet, monothérapie, bithérapie dans le traitement des pneumonies associées à la ventilation mécanique et documenté à Pseudomonas aeruginosa. Et puis, bon, l'analyse a été faite sur les régimes d'antibiotiques définitifs et non pas sur finalement l'ensemble de l'antibiothérapie qui a été donnée, puisque dans le cas des PAVM, bien souvent, le traitement se fait en deux temps. Il y a d'abord l'administration d'une antibiothérapie probabiliste qui est secondairement adaptée en fonction des données microbiologiques, et notamment des données de l'antibiogramme. Et là, le parti pris a été de faire l'analyse que sur les données des régimes antibiotiques définitifs. Voilà, j'en ai bientôt fini. Conclusion, l'essai diapason, la non-infériorité n'a pu être démontrée, faute de puissance notamment. Davantage de récurrence observée dans le groupe 8 jours. Ce sont les principales observations et les conclusions que l'on peut tirer de cet essai, dont on discute encore dans la littérature. Ça alimente encore les débats autour de la question. Et puis pour l'étude ancillaire, la nature de l'antibiothérapie, mono versus association, bi, voire trithérapie, ne semble pas avoir d'impact significatif sur le devenir des patients traités pour ce type d'infection. Le débat n'est probablement pas clos. Les PAVM restent la pathologie la plus fréquente en termes d'infection associée aux soins en réanimation. C'est grave. Il y a encore des taux de récidive qui sont importants. On peut imaginer que des efforts puissent être faits encore pour
optimiser, ajuster les durées de traitement. Il faut faire attention néanmoins au risque de récidive en cas des infections à bacilles à grames non fermentants. Les associations d'antibiotiques, probablement que sur une durée prolongée, ne montrent pas d'intérêt. Et il faudra peut-être aussi s'intéresser aux populations spécifiques, notamment les patients immunodéprimés. Voilà, je vous remercie. J'en ai fini. Je reste disponible éventuellement pour des questions. Merci beaucoup, docteur. On a 3 petites questions. On n'a pas beaucoup de temps avant que le docteur, Emmanuel Guérin, prenne la parole, mais on a quelques questions intéressantes. En effet, donc là, vous parlez du traitement, des pneumonies associées à la ventilation mécanique, mais est-ce qu'il y aurait un moyen de les prévenir? Quelles seraient du coup les actions de prévention à mettre en place? Ah oui, OK, alors c'est un sujet à part entière. Donc, les PAVM, globalement, quand on discute, des PAVM, il y a 3 champs. Il y a la prévention, il y a le diagnostic, il y a le traitement. Bien sûr, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il y a, des recommandations qui sont très claires, beaucoup d'essais, d'études, sur le sujet de la prévention. Et donc, actuellement, ce qui est préconisé, c'est d'appliquer une stratégie multimodale de prévention avec un ensemble de mesures préventives, qui associent, eh bien, des soins de bouche, une bonne, position des patients en réanimation, d'essayer au minimum finalement de faire en sorte que les patients soient intubés, mais plutôt de privilégier des systèmes d'oxygénation non invasifs, de limiter les sédations pour éviter que les patients soient soumis trop longtemps à la ventilation invasive. Et puis, il y a des stratégies un petit peu nouvelles qui voient le jour là, comme ça paraît contre-intuitif comme ça, mais le fait d'administrer des antibiotiques pour une très courte durée pour prévenir finalement le risque d'infection ultérieure chez ces patients qui sont à risque et qui sont donc colonisés à la fois dans la bouche, dans l'oropharynx et dans les poumons par des bactéries. Et en faisant peut-être des cures courtes à l'aveugle, des traitements empiriques, dès l'admission en réanimation, on pourrait prévenir dans un certain nombre de cas la survenue d'infection. D'accord. Merci. Vous nous avez parlé, du manque de puissance sur l'essai, idiapason et la difficulté finalement d'inclure. Vous aviez prévu 600 inclusions, finalement vous en avez eu 176. On a bien noté que vous aviez exclu, les patients immunodéprimés. Qu'est-ce qui explique finalement, en dehors du coup de l'exclusion des personnes immunodéprimées, ces difficultés à inclure, dans l'essai idiapason? C'est une bonne question et c'est vrai qu'on a été déçus. En fait, quand on construit un essai randomisé, on fait un calcul de nombre de sujets nécessaires en fonction des hypothèses que l'on a en tête et donc il y a des méthodes pour calculer un nombre de sujets. On est tombé sur ce chiffre de nombre de 600. Bon, au début, on était un peu effrayé, on se dit bah, comment on va faire et il a fallu faire avec parce que le plan statistique était conçu comme Mmh. ça. Et donc après, eh bien, on s'est renseigné auprès des différents centres, on a essayé de modéliser quel était le potentiel d'inclusion de chacun des centres. Et initialement, avant que l'étude commence, on était plutôt confiant. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte, malgré des critères d'inclusion qui étaient larges, hein, c'est des patients adultes, avec un épisode de pneumonie qui est fréquent. Je vous ai montré les données de documentation telles qu'elles existent au niveau français. Ce ne sont pas les patients immunodéprimés hein, qui nous ont empêchés d'inclure des patients, mais peut-être un petit peu quand même. C'est le fait que probablement l'incidence, elle a un petit peu baissé quand même aussi au fur et à mesure du temps. Il y a aussi peut-être un frein, alors on ne peut pas tout détailler comme ça, mais quand on propose à des patients et ces familles de participer à des essais sur des stratégies de durée d'antibiothérapie, eh bien parfois il y a un petit frein hein, sur le fait que mais qu'est-ce que vous allez faire exactement? Parfois il y a aussi un peu de censure de la part des médecins qui cherchent à inclure des patients et puis chez qui finalement ils se disent ah ben non, ça va être un patient trop compliqué à gérer par la suite. Il y a il y a plein de raisons comme ça. On a l'ensemble des raisons sur ce qu'on appelle le screening, hein, c'est des patients qui sont éligibles non inclus. Mmh. Bon, ça fait partie malheureusement de la vie. Peut-être qu'on aurait dû prévoir un plus grand nombre de centres ou peut-être qu'il faut reconstruire l'étude à une échelle plus grande, mais c'est beaucoup de travail. Merci beaucoup. On a une dernière question, après il faudra vraiment, laisser la main, au docteur Guérin. Est-ce que je pense qu'on est toujours sur l'étude principale, pas sur l'étude ancillaire. Est-ce que vous avez observé des différences significatives selon le profil des patients? Vu que en l'occurrence, en plus, les critères d'inclusion étaient assez larges.
Alors, non, alors je ne sais pas si, c'est une analyse en sous-groupe en fonction du profil des patients, c'est ça peut-être, que j'entends Ouais. comme question? Non, on n'a pas fait cette analyse. Par contre, on l'a faite pour l'étude ancillaire, c'est-à-dire qu'on a regardé, l'évolution des patients en fonction de leur gravité initiale et il n'y avait pas de différence significative. Mais on n'a pas fait l'étude, en tout cas ça ne fait pas partie des résultats principaux sur l'étude du diapason en fonction du profil, même si, J'en j'entends le mot profil, peut-être la caractérisation initiale de l'admission Mmh. médicale, chirurgicale, mais on n'a pas fait cette analyse, en sous-groupe. Merci beaucoup. Merci pour votre participation, c'était très clair.